Alors je vous propose aujourd'hui une conférence sur l'acceptabilité des aires protégées et aussi on va aborder les enjeux d'évolution de la réserve marine de l'île de la Réunion face au risque requin. Alors j'ai appelé ça acceptabilité parce que c'est le terme politiquement correct on va dire, alors que on me disait effectivement que peut-être la face cachée ou la face sombre des réserves marines serait mieux appropriée. Mais voilà, comme il y a le colloque des aires marines protégées qui se déroule en ce moment même, juste à côté, à même pas 100 mètres, je voulais inscrire cette présentation en marge de ce cadre, puisque j'avais fait une demande pour présenter une conférence sur place, ça n'a pas été accepté, parce que bon, le discours du terrain n'est pas forcément le bienvenu. Et c'est pour ça, bon, je voulais montrer aussi qu'on est capable de s'organiser pour être présent donc à ce colloque et aussi de faire une présentation juste à côté pour donner notre approche des réserves marines qu'on soutient tous bien évidemment, mais qui dans certains cas comme à l'île de la Réunion pose des problèmes. Et là-dessus, j'ai été agréablement surpris ce matin d'entendre à plusieurs reprises des personnes mentionner le terme d'acceptabilité. Il y a des soucis, pas que à l'île de la Réunion, bien évidemment. Et il y avait aussi bien des pêcheurs bretons qui étaient là pour demander à ce qu'on respecte leurs droits aussi de pêcher, parce que les pêcheurs sont des protecteurs aussi de l'environnement. Ils savent gérer les ressources halieutiques. Et ils sont déjà, par exemple, à 53% d'espace protégés. Et là, on veut leur mettre 30% d'espace en plus. Et avec d'autres contraintes, voilà, donc ils exposaient leurs soucis. Et donc je vais démarrer maintenant. L'autre raison pour laquelle j'ai pris un terme assez passe-partout, c'est parce que le fait de s'attaquer à quelque chose comme une réserve marine, ou de s'attaquer, alors sur le sujet requin, malheureusement on ne peut pas faire l'économie de la pêche de quelques spécimens, et ben ça nous amène une certaine violence, on va dire, en face. Là, c'est un exemple de commentaire récent. Cette personne est un plongeur avec pignon sur rue et de ses amis plongeurs aussi, voilà, qui aimeraient bien qu'on puisse me noyer. Donc effectivement, ça peut me faire sourire plus ou moins. Mais c'est pour vous dire dans quel climat on essaye de faire avancer les choses et qu'il y a une forte opposition de l'opinion, parce que l'opinion, elle attend un certain discours. Les plongeurs sont un groupe d'appartenance où la protection des océans, la protection des requins, les réserves marines sont quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, parce que bon, je peux avoir des insultes ou des menaces qui ne viennent pas que de ce camp-là, mais bien souvent, voilà, ça fait partie des personnes qui s'opposent quand même à la sortie de crise à l'île de la Réunion. Alors l'objectif de ma présentation, je vais faire une petite approche un peu différente qu'habituellement. Je vais m'attacher à essayer de vous faire comprendre pourquoi le débat est aussi sensible à partir d'éléments que j'avais intégrés dès 2011 au début du combat, quand j'ai essayé de me demander mais comment ça se fait que c'est si difficile de faire évoluer les choses. Après, je vais faire un petit tour de quelques endroits où on a comment dire, des conflits d'usage avec des réserves marines ou des parcs en France et puis un peu ailleurs dans le monde. Je vous donnerai quelques éléments du contexte de la création de la réserve marine. Et puis on regardera comment se sont construits les arguments des acteurs du terrain, c'est-à-dire de nous-mêmes les usagers, en opposition des arguments des scientifiques, des biologistes et de l'État qui bien sûr ne peut s'exprimer qu'à partir d'éléments scientifiques, et c'est bien là aussi le problème. Et enfin, on essaiera de comprendre la nécessité des réajustements plusieurs années après. On n'est pas face à un problème de requin, on est face à un problème d'humains qui ont une façon de comprendre le monde, une approche écologique qu'on partage tous, mais on va dire qui se traduit quand même par une certaine violence et qui fait que nous-mêmes on est tous écolos ici dans la salle, mais par contre dans certains cas eh ben, on peut avoir besoin de toucher la nature. Et c'est justement là où le bas blesse, c'est que pour ces gens-là, si on n'est pas à 100% pour, c'est qu'on est contre. Et c'est très difficile de se positionner dans le débat en expliquant qu'on est pour la protection des requins, pour des réserves marines, mais pas là où se baignent nos enfants. Et voilà, rien que ça, c'est très compliqué à faire passer.
Alors là, je vous donne quelques éléments maintenant du contexte de la création de la réserve marine à l'île de la Réunion. Donc ici, l'île de la Réunion, vous voyez notre île qui... Alors je vous invite à voir mes présentations complémentaires parce que là, je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà fait, où j'explique les causes de la crise requin d'un point de vue empirique. Mais en gros, l'île de la Réunion, les 3/4 de l'île, c'est sauvage, déserté, balayé par le vent, avec de l'eau turbide parce qu'il y a beaucoup de pluie. Et on a juste une zone paradisiaque ici, qui est l'ouest. Et justement, la réserve marine est venue. Et elle a englobé cette zone-là parce que c'était la zone la plus comment dire, intéressante à protéger parce qu'il y a le corail. Et là, je vous prends en comparaison l'exemple d'Hawaï. Vous voyez Hawaï, les îles qu'on connaît, Kauai, Oahu, etc. 99,3% des réserves à Hawaï sont sur les îles du nord-ouest et ce sont des îles totalement désertes. Donc voilà un exemple, vous voyez, qui montre que le bon sens veut qu'on ne place pas les zones de protection là où il y a des enjeux humains. Et surtout que chez nous, comme je vous disais dans les présentations que j'ai déjà fait, vous pourrez comprendre pourquoi notre île est un biotope exceptionnel, une île à requins comme j'appelle ça, et qui fait que voilà, on aurait pu quand même procéder autrement. Alors ça c'est un document d'époque, c'est le point zéro de la réserve marine. Pour mettre en place une réserve, ils sont obligés de faire un état des lieux des animaux présents pour décider comment ils vont gérer cet espace. Et bien nous, vous voyez ici, comme ils n'ont pas vu de requin, tigre et bulldog, et ben ils ont considéré qu'il n'y en avait pas et ils n'en ont pas tenu compte dans l'élaboration des règles du décret en 2007. Et ça c'est un deuxième document qu'ils avaient à disposition, qui avait été fait en 2000, c'est une synthèse bibliographique de l'effet réserve, c'est-à-dire de tout ce que va apporter la mise en place d'une réserve en termes de modification de comportement des poissons et de modification donc, de l'environnement, du milieu. Et la chose la plus importante qu'on note dans cette étude, c'est qu'il vous explique qu'à partir du moment où l'homme n'intervenant plus sur le milieu en tant que prédateur, il n'est plus perçu alors comme une menace. Et ça permet d'observer des comportements qui avaient disparu. L'homme n'est alors plus craint et fuit systématiquement, et des gros prédateurs peuvent être plus facilement approchés. Et on constate une modification évidente du comportement. Donc en gros, ça vous explique que quand on met une réserve marine, le principal effet, c'est que l'homme dans la nature, il est perçu comme un prédateur. Les animaux sauvages se tiennent à bonne distance de l'humain, des endroits d'activité humaine. C'était le cas avant à l'île de la Réunion. Mais en mettant en place une réserve marine, et ben forcément, on a conduit à ce qu'on appelle un phénomène de désinhibition. Les requins qui sont ni méchants ni gentils ont repris cet espace qui est voilà, corallien avec du poisson, et ben, ils se sont installés et comme il n'y a pas de menace pour eux, s'ils voient juste une stimulation, quelqu'un qui nage ou qui est en train de ramer à la surface, et ben pour eux ça peut déclencher une attaque. Et c'est ainsi que, voilà, c'est dans cette optique-là que j'explique le rôle de la réserve marine sur la survenance répétée des attaques. Donc je vous fais abstraction de cette longue liste qui retrace tout ce qui est apporté par une réserve, mais en gros on a une abondance, des comportements reproducteurs améliorés, le retour de certaines espèces, des croissances plus rapides, une concentration plus élevée d'adultes de grande taille, etc., etc. Alors, là, je voulais juste vous faire écouter le projet initial. Je vais essayer juste de vous lancer la vidéo. Je me souviens bien de la réunion que nous avons eue avec M. le sous-préfet de Saint-Paul, où nous étions tous les utilisateurs de la mer d'accord pour définir un périmètre. On a demandé à la DIREN de l'époque de suivre ce périmètre et on a été pas entendu du tout. Donc, quelque part, moi j'ai toujours été favorable à la mise en place de la réserve marine, mais avec le périmètre que nous avions défini ensemble. Et aujourd'hui, quel constat on peut faire? Est-ce que la situation est convenable 10 ans après, 12 ans après? Moi je pense que les choses doivent évoluer. J'ai essayé de me faire entendre. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas été. Et j'espère qu'avec les actions que toi, de ton côté, tu mènes, nous pourrons aboutir à une évolution de la situation. Merci beaucoup. Là, je viens de vous montrer une courte intervention du député de la 7e circonscription, Jean-Luc Poudroux, qui était maire de Saint-Leu à l'époque et qui est un des principaux artisans de la réserve marine.
Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous avoue tout simplement que ce que tout le monde sait, il y a eu un projet qui avait été défini avec l'ensemble des acteurs et qui partait du principe que les zones devaient tourner, donc qui permettait d'exploiter différents secteurs, etc. Et quand le projet est redescendu de Paris, et ben en fait ils avaient mis toutes les zones en réserve et de façon figée. Et il y a eu du mécontentement à l'époque, il y a eu un conflit d'usage essentiellement avec les pêcheurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous reprochent depuis le début de la crise requin, parce que nous, notre communauté de pratiquants nautiques, on soutenait la réserve à cette époque et on n'avait pas perçu tout ça, tous ces jeux, tous ces enjeux qu'il y avait en dessous et toutes ces manigances, etc. Donc nous, on avait pris ça comme une bonne chose, pendant que les pêcheurs, eux, essayaient d'alerter l'opinion publique, ils ont brûlé certaines balises, ils ont fait quelques manifestations, mais ils n'ont pas eu de soutien. Et comme à chaque fois, comme je vous ai montré dans tous les conflits d'usage, les contestations finissent par être étouffées. C'est leur seule façon de faire. Et vous savez, j'ai pris la parole encore ce matin, je leur demandais, je leur disais, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour juste avoir une évolution? Donc voilà, on a l'impression vraiment qu'une réserve, c'est quelque chose d'intouchable, vraiment, où ils sont pas prêts, malgré les morts, dans le cadre de notre situation, à revenir, à faire marche arrière d'1 millimètre. Alors bien évidemment, des articles qui vous montrent que les réserves marines sont bénéfiques, ça vous les retrouverez dans mes autres présentations également. Hein, là, c'en est une toute récente aussi. C'est une évidence, mais ça, ce sont des données qui restent contestées quand même par les biologistes. Parce que quand ils ont besoin, alors ils sont pleins de contradictions. Hein. D'un côté, ils peuvent vous dire que c'est bénéfique, effectivement, mais quand ça les arrange pas, ils vont vous dire « Ah ouais, non, mais quand même, c'est pas le cas ». Parce que c'est eux qui influencent les décisions des politiques et de l'État, bien évidemment. Alors ça, c'est un autre élément, on va dire, un peu initial en début de crise. C'est un article qui a été supprimé depuis, parce que c'était dans un magazine de plongée. Bernard Serré, qui est le plus grand chercheur de requins, bon, même s'il n'était pas spécialiste sur ce sujet précis des attaques, mais Bernard Serré, au début, il avait osé dire des choses, et il avait dit 2 choses intéressantes. Il avait dit il y a eu une sédentarisation de squales à proximité de leur garde-manger, quand même. Donc ça, il l'a dit le 21-2011. Et après, en octobre 2012, il a redit quelque chose d'extrêmement important. Il a avoué tout simplement qu'on ne peut pas avoir un parc d'attractions aquatiques et une réserve au même endroit. Et moi, je l'avais rencontré en juin 2013, Bernard Serré, au Muséum à Paris, et il m'avait dit tout simplement que oui, pour lui, c'est évident qu'il y a un lien avec cette mise en place de réserve, mais lui, ce qu'il me demandait à cette époque, il en était persuadé, il me disait le vrai courage politique, ce serait d'accepter de fermer la mer et d'en faire un parc à requins. Et c'est ça l'avenir pour lui de l'île de la Réunion, parce que les activités nautiques, c'est pas grave. L'avenir maintenant du tourisme, c'est l'écotourisme, c'est la plongée avec les requins, c'est d'utiliser, mais voilà, cette utilisation-là de l'océan. Mais comment on peut tenir un discours comme ça, alors que notre île quand même a connu pendant 40 années un développement des activités nautiques? On a des grands champions, encore 2 qui viennent d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques. On a un territoire avec plus de 50 vagues rapprochées. On a une communauté de gens qui ne lâcheront jamais la mer de toute façon. Et il y en a ici qui sont bien placés pour le savoir. Donc voilà, il avait reconnu cette incompatibilité. Mais malgré tout, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont plus ou moins écarté. Et bien sûr, quand il s'est rendu compte qu'il avait dit des choses qui pouvaient se retourner contre la réserve, et ben, il s'est bien abstenu de les reprendre. Et cet article-là, donc comme je vous dis, il n'est plus accessible sur Internet, mais on en a des captures. On l'a gentiment prié d'arrêter de causer. Aussi, il a été muselé dans un autre article. Effectivement, il y avait des voix, on appelait ça les voix dissonantes. Il ne fallait surtout rien dire, et c'est encore le cas de nos jours. Hein, c'est extrêmement tabou de s'attaquer à la réserve. Alors, la réserve marine, ça c'était un petit topo que je faisais, c'est-à-dire que, enfin, c'est un topo que j'avais fait pour résumer un peu l'esprit. On a un biotope exceptionnel, comme vous pouvez le voir dans mes autres présentations, avec des fonds qui tombent vite, de l'eau extrêmement turbide, boueuse, sur une grande part de l'île. On a une présence de requins bulldog extrêmement développée. On a une zone littorale qui est extrêmement étroite et on a développé le nautisme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à l'île de la Réunion, ce n'est pas des gens qui arrivent en disant « Oula, on veut s'implanter et on veut rentrer dans la mer pour faire nos loisirs en supprimant les requins ». Non, c'est tout l'inverse. On avait
des gens qui étaient dans l'eau de façon paisible sur cette zone ouest. Il y avait des attaques, mais c'était dans les zones sauvages de l'Est, etc., les zones réputées. Mais la zone ouest était épargnée, et ils sont venus nous mettre une réserve par-dessus. Et maintenant, quelque part, on nous demande de sortir. C'est le cas, puisque depuis 6 ans, c'est interdit. C'est le principe de réensauvagement, c'est-à-dire cette vision-là dont je vous ai parlé au début à travers comment dire, la partie un peu générale, c'est-à-dire cette conception d'une nature déparasitée de l'humain, quelque part. C'est ça que les gens idéalisent, et surtout quand ils ne sont pas concernés, qu'ils n'ont pas à vivre au quotidien cette situation. Et donc, je disais aussi qu'étant donné les données scientifiques disponibles sur l'effet réserve, ce que je vous ai montré, comment se fait-il qu'on ait mis une réserve marine sous cette forme? Il y avait des gens, pour ne pas le citer, M. Gazot, en 2006, dans ses réunions de concertation, il avait dit, attention, si on met une réserve sous cette forme, on risque de voir revenir les prédateurs. Tout le monde avait rigolé dans la salle. Voilà, la vie du terrain, si vous voulez, souvent dans ces réunions, on reçoit les gens, on les écoute, mais les décisions sont déjà prises, et sans tenir compte de ceux qui connaissent vraiment la nature. Donc, qui est responsable de ces omissions? Moi, j'appelle ça une expérimentation grandeur nature avec des cobayes humains. Et surtout, pourquoi ils ne veulent toujours pas accepter la moindre évolution? Alors, je fais un petit tour sur la dernière étude d'acceptabilité qui a eu lieu à La Réunion, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ici, vous voyez, ça c'est l'échantillonnage. La réserve marine est ici, dans l'ouest. Ils ont pris que 60 personnes, ici, et ils ont pris tout des gens qui sont totalement pas concernés, pour faire leur étude d'acceptabilité. Alors, peut-être que c'est un principe, je me suis dit naïvement, peut-être que c'est pour avoir une représentation de la population de l'île. C'est un peu comme si pour faire une étude sur Biarritz, on va prendre les 66 millions de Français, parce que c'est représentatif de l'opinion nationale. Mais au final, nous c'est ce qu'on vit, on se retrouve donc avec des gens, et alors c'est très fort, hein, vous allez voir, ils n'ont pas peur du ridicule, parce que bon, bien sûr, dans leurs conclusions, malgré ça, ils arrivent quand ils ont que 2/3 des gens qui supportent la réserve marine, et 1/3 seulement qui estiment que la réserve marine n'est pas une bonne chose, hein, parce que ça, c'est des études donc d'acceptabilité. Alors bien sûr, François, elles sont demandées par qui? Par l'État? Oui, bien sûr, ça a été produit, regarde, c'est écrit là, ça a été produit dans le cadre du projet appropriation et acceptation sociale de la réserve. C'est-à-dire qu'ils ont des projets qui sont là pour nous faire accepter. Ils ne sont pas là pour faire évoluer le problème, ils sont juste là pour le faire accepter. On ne veut pas? Eh bien tant pis, on continue, on attend un peu, on refait une autre étude, on va interroger des gens pour leur demander si c'est accepté. Ils ne veulent toujours pas, c'est pas grave, on attend 2 ans, on en refait une autre. Et au bout d'un moment, vous savez comment ça se passe. Faute de combattants, il n'y a plus de combat. Et c'est ce qui s'est passé, je vous ai montré dans d'autres endroits où les gens ont baissé la garde, enfin, ont cessé de se battre. Moi je continue, je sais que j'ai raison parce que on connaît quels sont les enjeux à l'île de la Réunion, et le président qui est en visite demain à l'île de la Réunion a mis comme thème la valorisation de notre économie touristique. Mais il veut nous valoriser quoi? On marche sur la tête. Toutes les politiques en France sont tournées vers l'océan, vers la valorisation. Comme j'ai dit dans un communiqué que j'ai sorti là tout à l'heure, il est venu à Biarritz il y a un mois de ça, les premières dames de France sont allées voir des surfeurs, il a vu tout ce que ça peut apporter. On va avoir les Jeux Olympiques en 2024 qui seront sûrement organisés soit à Biarritz, Osgore ou peut-être Lacanau. Enfin bref, d'un côté on a ce développement fantastique en France, et nous à La Réunion, alors qu'on pourrait fonctionner toute l'année, c'est l'été toute l'année quand même, on n'a pas de saison, et ben on a l'océan fermé. Et là, compte de l'ironie, va faire un pique-nique à Grand-Anse, c'est pour ceux qui connaissent, c'est justement les zones sauvages réputées où il n'y a pas d'accès à la mer, où il n'y a quasiment aucune culture nautique, puisqu'on ne peut pas rentrer dans l'eau, c'est juste une barrière avec un petit bassin au bord. Mais enfin, voilà, donc on continue. Pour répondre à ta question, désolé pour cette petite digression. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'il y avait 2 groupes. Hein. Déjà, dans Préambule, ils vous disent que la réserve marine de la Réunion, c'est celle qui a été la plus étudiée en matière d'acceptation sociale. Alors c'est déjà pour vous dire que c'est quand même un endroit qui est connu pour les soucis. Il y a eu beaucoup de conflits dès le début. Et nous, c'est vrai qu'on est venu en rajouter un gros à partir de 2011. Alors les personnes qu'ils ont interrogées, parce qu'il y a eu 2 panels, c'était des personnes qui fréquentaient le campus de l'université, donc une large majorité d'étudiants qui sont quand même dans cette mouvance bien pensante, de protection, etc. Donc des gens qui ne sont pas forcément tournés vers la mer. Et aussi, tant qu'à faire, l'environnement familial de ces étudiants. Allez hop,
c'est pas grave, puisqu'il fallait bien que c'était les étudiants qui devaient faire ce questionnaire. Donc ils ont pris des étudiants, qui ont interrogé des étudiants et la famille de ces étudiants. Tout va bien. Et après, ils avaient un deuxième panel qu'ils ont appelé les usagers économiques du milieu récifal. Alors ça, c'est une belle appellation. On retrouve quand même 10 clubs de plongée. Je vous rappelle la première slide. Bon, vous imaginez que les clubs de plongée, ils vont pas s'opposer à la réserve marine. Des résidences hôtelières, on ne sait pas où, qui ont un impact, ça dépend là-dessus, qui peut être mitigé. Des pêcheurs traditionnels, mais alors j'aimerais bien savoir quel type de pêcheurs, parce que moi je peux vous dire qu'à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont fortement opposés, encore aujourd'hui en 2019, à la réserve. Et là, les acteurs à vocation culturelle, on a donc un organisme scientifique, un organisme de protection un organisme de promotion du tourisme, qui bien sûr pour eux, il ne faut surtout pas parler de ce qui fâche, une association de protection des cétacés, et 2 associations d'activités balnéaires, dont une dans le lagon, donc tout va bien. Et avec tout ça, ils arrivent quand même à ne pas avoir plus de 2 tiers de gens qui sont favorables à la réserve. Donc vous imaginez comment, moi j'estime que cette étude est quand même biaisée, et malgré tout, elle n'arrive pas au seuil maximum, mais ça donne en tout cas un argument pour la réserve marine de l'île de la Réunion. Quand ils viennent à ce genre de colloque, ils vont vous brandir des documents en disant regardez, à l'île de la Réunion, on a 2 tiers de la population quand même qui sont favorables à la réserve marine sous cette forme. Donc en fait, c'est juste une minorité de gens qui racontent n'importe quoi, et il ne faut pas y faire attention. On continue et on va rajouter une couche même, pourquoi pas, tant qu'à faire. Alors j'avais prévu une partie très vite fait sur les arguments des scientifiques en face. C'est pareil que je développe dans d'autres présentations plus en détail. En gros, ils ont un seul argument. Un argument principal, c'est l'argument environnemental. Pour eux, l'île de la Réunion est fortement dégradée à cause de l'urbanisation, à cause de l'agriculture, etc., etc. Donc c'est cette dégradation environnementale qui a créé un déséquilibre de l'écosystème. Et de ce déséquilibre de l'écosystème, est survenu toutes ces attaques de requins, puisque les bulldogs seraient un indicateur de déséquilibre, et des requins qui viendraient, une fois qu'on a été des gros cochons, les requins viendraient et puniraient le méchant humain. Ça tombe bien, on en avait besoin. Donc en gros, c'est leur principal argument, et on verra tout à l'heure d'un propos du sous-préfet qui le reprend allègrement en 2019. Donc ils ne veulent rien entendre, parce que pour eux, du coup, la réserve marine, non seulement c'est pas le problème, mais c'est la solution. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là du tout, alors que nous, on demande simplement une évolution. Eux, le discours en face, c'est de dire non, non, au contraire, il faut qu'elle protège plus pour avoir encore plus d'effets bénéfiques. Pour eux, ils s'imaginent que par magie, on va restaurer l'environnement à l'île de la Réunion. Dernièrement, j'ai fait une réunion, c'était le plan de gestion 2019-2029. Ils étaient capables en réunion d'espérer, devant tout le monde, avec le préfet, le sous-préfet, toutes les autorités, d'espérer qu'en 2019, ils vont sortir un bilan positif de la réserve. Alors ils sont capables. Et ce matin, il y a des pêcheurs qui faisaient allusion au bout rouge, qui disaient que les institutions comme les réserves ne s'impliquent pas face à ces gros projets. Regardez à La Réunion, il y a des projets de carrière. Est-ce que vous avez vu la réserve marine s'inquiéter? Non, pas du tout. Donc on a ces projets-là, l'urbanisation, l'écocité de Cambé, 36 000 logements. Ça continue de construire dans tous les sens. Et à côté de ça, ils se permettent d'afficher un objectif d'amélioration en 2029, ce qui est totalement illusoire. Et le pire, c'est la fermeture des plages de plaid d'océan, qui seront sûrement encore fermées en 2029 si ça se trouve, et qui font qu'on concentre tous les gens dans le lagon, et on va le voir aussi, ce qui est encore un effet préjudiciable. Alors ça, c'est pour montrer l'argument des scientifiques. Ça ici, qualité d'eau de baignade. Alors Guillaume, ce matin, j'entendais le maire de Biarritz qui disait que 2 années de suite, ils avaient le pavillon bleu et que l'eau était super. Mais moi, j'étais là cet été, à chaque fois qu'il y a de la pluie, on a 3 jours où c'est interdit de se baigner sur un périmètre quand même super large. Mais d'après, alors, il paraîtrait que les études ne testent pas les bons polluants, mais malgré tout, avec toutes ces fermetures de plages qu'il y a régulièrement à chaque fois qu'il y a des fortes pluies, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas un discours aussi
aussi absolue sur la qualité des eaux de baignade de métropole et ici de Biarritz en l'occurrence. Mais enfin bon, en tout cas, excusez-moi, en tout cas, l'île de la Réunion, vous voyez ici, sur les critères, ça c'est les données 2011, au début de la crise requin. On a la qualité d'eau de baignade la meilleure de toute la France et des départements d'outre-mer. Parce qu'on nous donne quand même cette image de pollution. Effectivement, hein, je vous ai montré tout à l'heure, voilà, on a des zones dans l'Est. Dans l'Est, l'eau elle est comme ça, elle est boueuse. Alors là, c'est une station qui a dégazé, hein, des choses qui arrivent ici aussi malheureusement. Donc ça, c'était des choses exceptionnelles. Et ici, on a une grosse coulée de boue, celle de 2012 à Saint-Leu qui avait tué le corail, etc. Donc on a ces phénomènes qui sont liés à notre très forte pluviométrie. Mais quand même, on peut se vanter de par notre isolement. On n'a aucune industrie, aucune grosse industrie à l'île de la Réunion. Alors pour certains, l'industrie de la canne serait catastrophique, effectivement. Mais voilà, on a quand même un patrimoine qui ferait envier, qui fait envie à beaucoup de monde sur la planète. Ça, c'est pour reprendre l'argument de la dégradation environnementale explicative des attaques. Ça, c'est un article sur le site de la réserve marine qui vous explique que dès 1977, Claude Bouchon, doctorant en océanologie, constate les premiers signes de dégradation biologique sur le récif. Imaginez-vous en 1977, Saint-Gilles-les-Bains, il n'y avait personne, quasiment rien. Et pourtant, à cette époque déjà, ils sont déjà au chevet du corail. Donc, la dégradation environnementale parfaitement identifiée depuis, ça va faire 40 ans, et d'un coup, depuis 2011, ils se mettent à utiliser cet argument pour expliquer la survenance des attaques. Donc, pour vous dire que quand même, s'il y avait besoin d'avoir des attaques de requins, il y en aurait eu bien avant, bien avant 2011, puisque c'est totalement identifié. Et c'est d'ailleurs suite à ces signalements qui ont continué dans les années 80 que les scientifiques se sont montés en association pour aller jusqu'à faire aboutir leur projet qui était l'aboutissement suprême, qui a été la réserve marine en 2007. Et ici, alors ça je vous parlais tout à l'heure hein, de ce que je vous disais, vous voyez dans cette interview du 16 février 2019, le sous-préfet de Saint-Paul, nouvellement arrivé, qui va nous apprendre la mer, le rougail saucisse, et voilà, etc. Et ben, il nous explique que la réserve n'est pas le problème, c'est la solution. Ben oui, malheureux, qu'est-ce qu'on fait là, franchement, tout ce bruit pour rien. Merci, monsieur Teinturier, grâce à vous, on a beaucoup progressé. Et que la réserve est là pour restaurer les coraux et leur écosystème. Alors là, c'est marrant, ça c'est le bilan 2016 de la réserve marine, 10 ans après. Qu'est-ce qu'il dit ce bilan? On a 15 à moins 70% d'espèces dans les lagons et derrière la barrière de corail en moins, en termes de diversité. Et par contre, il vous avoue quand même une plus 78% d'augmentation dans les zones de protection intégrale et de protection renforcée. Donc sur les zones où il y a nos plages populaires, alors vous savez, tout le temps ils vous disent oui, parce que là c'est pareil, là regardez, le sous-préfet d'un côté il vous dit et aujourd'hui il n'y a guère plus de poissons, et de l'autre côté on vous dit plus 78% sur les zones de protection intégrale et de protection renforcée. Donc quand même, l'effet garde-manger de M. Bernard Serré, on peut quand même imaginer qu'il est bien présent. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple de contradiction, le sous-préfet qui est capable de tenir des propos publics qui sont contredits par les propres données qui lui sont remises par les scientifiques. Enfin bon. Ici, ça c'est pareil, alors ça c'est une carte qui n'est pas un élément pour nos scientifiques, et j'ai pas mis à jour pour 2019, vous voyez. Donc ça c'est une carte qui montre sur une période récente l'évolution des attaques depuis la réserve marine, mais ça bien sûr c'est pas du tout une preuve pour eux. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de désinhibition, on ne change rien, on est les champions. Ça c'est dernièrement, alors comme si la situation n'était pas assez compliquée, ici vous voyez, avant l'État avait 30%, et on arrivait à être majoritaire au conseil d'administration de la réserve marine. Et depuis le 12 mars 2018, ils ont réussi en contournant nos élus de la mer qui étaient présents, notamment Patrick Flores, Thierry Martineau. Le maire il est venu signer à la demande du sous-préfet, il est venu signer, et du coup l'État d'un coup est passé à 42%. Et maintenant l'État est tranquille, il peut faire passer tout ce qu'il veut au niveau de la réserve marine. Sans changement du budget et des attributions budgétaires, l'État est passé, vous voyez ici, de 30% à 42%. Parce que c'est pour vous dire l'absence de volonté. Non seulement ils n'ont pas de volonté de changer, mais ils s'arrangent pour avoir un maximum de poids et pour
pour empêcher toute évolution tout simplement. Alors se baigner à l'île de la Réunion, vous voyez, ça ce sont nos seuls espaces de lagon. Il y a, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, aucune zone protégée, aménagée, sécurisée. Là les gens, demain ils seront dans l'eau à 3 bassins parce qu'il n'y a pas trop de vagues. Après ça va être énorme, là ben, il n'y aura aucune plage protégée. On ne sait pas s'ils rentreront dans l'eau ou pas. Mais voilà ce qu'il y a sur notre île. Et bien sûr, les seules zones protégées, ce sont les zones de lagon. Donc on concentre 800 000 réunionnais dans des zones de lagon, alors même qu'on devrait ouvrir des plages. Alors notre lagon, qui n'est pas un vrai lagon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dépression d'arrière-récif, c'est-à-dire qu'on est en début de formation. C'est un milieu très fragile. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors vous voyez, ça c'est notre lagon à marée basse, qui fait à peu près, même pas 300 mètres dans ses plus grandes longueurs, largeur, alors que dans les autres îles, il va jusqu'à 10 km de largeur le lagon, et avec des fonds qui vont jusqu'à 70 mètres par exemple à Mayotte. Donc vous imaginez à marée basse, voilà notre lagon déjà comment il souffre. Et là-dedans, c'est là où se baignent actuellement tous les Réunionnais. Alors la pression sur le lagon, elle est énorme. Là vous avez des paddles, des kites. On a même l'apprentissage de la voile. Vous voyez les petits optimistes ici, parce qu'ils ne peuvent plus aller en mer puisqu'il faut apprendre à dessaler. Bon, je ne vous parle pas des crèmes solaires bien sûr, hein, on nous fait des belles conférences, mais en attendant la réalité, les kites, pour l'instant ils peuvent aller encore un peu en extérieur, mais on ne sait pas jusqu'à quand ils auront ce droit, parce que il suffirait qu'il y ait des attaques. Il y a eu 2 attaques sur véliplanchiste en 95 et 96 à Saint-Denis. Donc véliplanchiste, kitesurfer, voilà, c'est pas une activité. En Nouvelle-Calédonie, il y a eu une attaque mortelle sur kitesurfer. Et de temps en temps, ça date de 2013, le lagon bientôt en danger. Mais vous voyez, donc tout ça pour vous dire que la préoccupation, finalement, on se demande vraiment s'ils se rendent compte que le premier objectif de la réserve, c'était de protéger le corail, de protéger cet espace sensible qu'est le lagon de l'île de la Réunion. Et au final, voilà où on en est. Et après, ils vont faire porter la responsabilité aux petits pêcheurs, à l'industrie de la canne à sucre, à tout ce qu'ils veulent. Bon, c'est sûr, il y a une part, la responsabilité doit être partagée. Mais on pourrait quand même espérer retrouver des plages de plein océan. Ici, et d'ailleurs, regardez, ça c'est l'étude de Saint-Pierre, l'étude de Saint-Paul en 97, qui préconisait l'ouverture d'une plage à Saint-Paul, imaginez-vous, il y a 22 ans, pour désengorger le lagon, désengorger les plages coralliennes et réduire l'hyperfréquentation, facteur de dégradation des milieux, mieux répartir les zones de développement, offrir une alternative aux touristes. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Ça c'était les études de 97, celle-là a été enterrée parce qu'elle disait qu'il fallait pêcher quelques requins, blasphème absolu, et donc voilà, c'est moi qui l'ai exhumé d'ailleurs, mais voilà, encore une fois, on fait tout à l'envers. Pareil, en 2007, on a eu l'étude de Saint-Pierre, et c'est la même chose, on retrouve les mêmes arguments. Il vous parle des zones protégées par les barrières récifales qui constituent une concentration importante d'usagers, et que ce projet expérimental Drumline, en augmentant l'espace maritime fréquenté par les usagers, contribuera à une réduction de la pression anthropique sur les milieux lagonaires. Et donc l'objectif était très clairement d'ouvrir la plage du Pic du Diable en la sécurisant pour limiter la surcharge sur le lagon de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui ne fait pas partie de la réserve d'ailleurs, et où les gens peuvent surfer tous les jours du matin jusqu'au soir sans problème. C'était une petite parenthèse. Et c'est vrai que tout à l'heure je vous avais parlé de certaines villes qui ont refusé d'adhérer à une charte, à l'adhésion à un espace protégé. Et ça a été le cas de Saint-Pierre à l'époque, et il a été bien inspiré, le maire. Et là donc, ici il rappelle à nous qu'à l'heure actuelle, 2007, tout l'effort touristique, la pression humaine est concentrée en zone récifale, très sensible d'un point de vue écologique, et que la capacité de charge des écosystèmes sensibles est donc souvent déjà dépassée. Mais enfin, voilà, je vais donc finir avec la partie de ce qui reste à faire en 2019, à côté des mesures déjà engagées. On ne peut toujours pas sécuriser où c'est nécessaire. Vous voyez, ça c'est la zone de la réserve ici, ça c'est un exemple de pêche. Les lignes de pêche sont placées en baie de Saint-Paul, aucun enjeu balnéaire. C'est ici qu'il faudrait les mettre. Là, la dernière grosse femelle tigre qui a été pêchée, elle a été pêchée ici, à peu près à 2 ou 3 km derrière.
Le sous-préfet, là, l'autre fois, il m'annonce, comme si c'était une grande avancée, qu'on va pouvoir pêcher sur la limite. Mais la limite, ici, elle est déjà à 500 mètres ou à 1 km du bord. Et pêcher sur la limite, ça ne sert à rien. Puisque, regardez, ici, en Australie, vous voyez où sont situés les drumlines? Ça, c'est à Snipers. Ici, pareil. Voilà où elles sont situées. Et c'est ce que je demande, c'est qu'on ait une sorte de rideau de protection, ici, comme cela se fait avec efficacité. Mais comme c'est une réserve marine, la priorité est aux poissons. Et en plus, là ce matin j'entendais, une des choses les plus importantes, c'est d'avoir des engins de pêche ultra sélectifs. C'est-à-dire qu'à la limite, ils pourraient être d'accord pour capturer les requins, mais si vous attrapez d'autres poissons, là ça ne va plus. Donc on ne peut pas protéger les vies humaines parce que ça va capturer une carangue, une raie, etc. La réglementation, alors vous voyez ça, on avait proposé aussi avec l'association Hello-Canestri, alors je ne sais pas si vous voyez le détail, c'est une sorte de switchage, c'est-à-dire qu'on a des zones de plage, vous voyez ces deux photos, c'est les zones de plage de sable blanc, et dans le même périmètre de la réserve, on a des zones de falaises totalement inaccessibles sans plage. On a demandé pourquoi, à titre expérimental, ne pas échanger une zone de plage, remettre la possibilité de pêcher et d'exercer une pression humaine, une pression territoriale sur, par exemple, la plage de Boucan-Canotte, et en échange, qui mettent en réserve de protection renforcée la zone de falaise entre Trois-Bassins et Saint-Leu. Mais ça, c'est pareil, ils ne veulent rien toucher parce que pour eux, le seul intérêt, c'est de protéger ces belles zones de corail ici. Alors pourtant, il y a du corail ici aussi, hein. Mais voilà, on est face à un blocage total à ce niveau-là. Et là, alors, on a une petite parenthèse, on a obtenu, après combat, parce que j'y étais à cette réunion, la pêche après attaque. C'est-à-dire quand il y a une attaque mortelle ou grave, on a le droit de pêcher dans le périmètre de la réserve ici, en 2013. En 2019, on vient d'obtenir la pêche après observation. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que s'il y a une observation, on a le droit de mettre des lignes de pêche pendant 2 jours ou 3 dans la réserve. Mais on n'a toujours pas le droit d'avoir la simple pêche préventive pour protéger les humains, pour protéger les activités, les activités économiques. Alors ça renvoie au fiasco aussi des filets. Ici c'est un article avec Fabien Coqueret qui est le lauréat des 3 filets testés à Boucan-Canotte. Et Fabien Coqueret a l'honnêteté de dire que lui, son filet, il n'acceptera pas de le déployer, ici par exemple à Boucan, si on ne peut pas avoir la pêche derrière. Et il est courageux parce que la plupart, dernièrement j'étais avec Sarah Andréotti, je crois, qui est celle qui gère le Shark Safe Barrier en Afrique du Sud, mais elle était dans une posture extrêmement rigide. Pour elle, grâce à son projet, on n'aura plus à toucher les requins et on va cohabiter au pays des bisounours. Donc il y a certains porteurs de projets innovants qui sont des marchands de tapis, et j'invite toujours les maires et les responsables de collectivités à s'en méfier. Si quelqu'un vient en vous vendant son projet, en vous disant oui, moi mon projet, grâce à mon projet, on n'aura pas besoin de rien toucher et tout sera bien, on va préserver les requins, etc. Je m'en méfierai. Les projets innovants à l'heure actuelle, ils ne peuvent fonctionner qu'en complément de la pêche dans le cadre de ce qui constitue le programme global et qui bien sûr, programme global, je ne vous l'ai pas mis là-dedans, mais l'image du programme global, le premier rideau c'est la pêche. Et on n'y a pas droit, tout simplement. Et c'est pourtant le programme global que nous vante l'État. Pour rappel quand même, et vous le retrouverez sur les autres présentations, en 2016, on a eu des filets et on devait avoir la pêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Les associations dites environnementales ont attaqué au tribunal administratif, comme c'était une réserve. Le préfet n'a pas pu déployer la pêche. 3 mois après, Laurent Chardard s'est fait attaquer dans ce périmètre. Il a perdu un bras, une jambe. Il est très courageux, il est en équipe para-olympique, voilà, mais et tout ça pour dire que si on avait pu avoir la pêche derrière, peut-être que ces filets seraient encore en place aujourd'hui. Parce que après, même parce qu'on avait dit oui, c'est parce qu'il y a un trou, etc. Et moi je leur ai dit, d'accord, si c'est que parce qu'il y a un trou, dans ce cas, dès que vous aurez réparé le trou, vous allez pouvoir réouvrir. Ils n'ont pu jamais réouvrir parce qu'ils savaient très bien que mettre un filet dans une zone où les requins n'ont pas de menace, n'ont pas peur, c'est voué à l'échec. Et c'est ce qu'a bien compris Fabien Coqueret dans cet article. Alors bon, mais ça c'était juste pour finir quelques images sur
cette volonté, hein, Monsieur Lecornu, qui était le secrétaire d'État à la biodiversité l'année dernière, maintenant qui est ministre de la Ville, je crois, nous avait dit hein, que désormais, il faut qu'on s'habitue à cette approche moderne de la biodiversité. On va faire cohabiter les prédateurs avec les proies. Et ils ne sont pas là pour revenir, comment dire, à une sorte de bon sens. Et ça me fait penser au président Macron qui s'était réclamé du bon sens dans ses promesses de campagne en 2017. Le bon sens, la nature veut que voilà, soit on est une proie, soit on est un prédateur. Et que tant qu'on laissera les réunionnais comme de simples proies, parce qu'il y a les règles de la réserve marine et qu'on ne veut pas y toucher, eh ben on ne changera pas la situation à l'île de la Réunion. J'ai demandé aussi, ça c'est un autre exemple, c'est le Code de l'environnement province Nord et province Sud, où dedans c'est marqué qu'on a le droit de toucher à certaines espèces en cas d'absence de moyens pour sécuriser les vies humaines. Donc ça existe, hein, c'est possible de le faire. J'ai demandé, je suis monté jusqu'à Paris encore récemment pour leur demander de mettre cette phrase dans le décret qui permettrait de déployer des engins de pêche et de sécuriser plus efficacement. Et bien ça aussi, ils ne veulent pas. C'est-à-dire ni switchage de zone, ni une simple phrase pour donner une place comment dire, à la protection de la vie humaine. Alors bon, je ne vais pas m'attarder, mais ça vous retrouvez aussi dans une autre présentation de 2015 sur tous les enjeux qui expliquent pourquoi ils ne veulent pas reculer d'1 millimètre, parce que y a énormément d'enjeux autour des réserves marines, et on nous a dit depuis 2013, hein, vous pouvez mourir, c'est pas grave, parce qu'ils ont trop peur que s'ils reculent à un endroit, ils seraient obligés de reculer sur d'autres endroits où ils ont des conflits d'usage. Donc la stratégie, c'est on avance et on ne fait pas un compte, tout va bien. Donc ça c'est encore, oui, ça c'est sur les enjeux géopolitiques. Et aussi donc la problématique de l'accaparement des océans et comment, bon, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, ça c'est aussi d'autres éléments qui permettent de comprendre pourquoi les freins sont aussi forts. Parce que de toute façon, ces gens-là, si vous voulez, il y a les enjeux géopolitiques, il y a les enjeux de financiarisation, et ils ont, comme je vous ai expliqué en début de présentation, l'opinion avec eux. Donc ils sont tranquilles, ils savent très bien qu'ils seront toujours soutenus par la large majorité de l'opinion qui est complètement perdue, devenue l'éco-anxiété est devenue le mal du siècle, donc l'opinion ira toujours en leur faveur et jamais en faveur des communautés humaines qui sont confrontées. Alors ça c'était un autre exemple hein, pour vous dire l'hypocrisie, ça c'est pareil en Nouvelle-Calédonie où les représentants de Total, alors que c'est des réserves, hein, un groupe texan et qui vous disent qu'il n'existe aucun code minier en Nouvelle-Calédonie. Le forage pourra donc se faire dans le parc marin de la mer de Corail. Donc ça tout va bien, je développe ces aspects-là dans une autre présentation. Je finirai, alors ça c'était à la base un dessin de quelqu'un qui est exilé à Biarritz depuis 2015 justement, qui s'appelle Laurent. Et son affiche datée de 2015, j'ai modifié pour mettre 2019. On a réussi à réensauvager l'île de la Réunion. C'est incroyable, on n'aurait jamais pu penser qu'ils y arriveraient. Et voilà, c'est pas, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas une zone sauvage où l'humain chercherait à se l'accaparer, mais c'est bien l'inverse, une zone qui était familiale, où on se baignait avec femmes et enfants, et où au final, voilà, on nous demande de sortir de l'eau sur une île qui ne produit pas grand-chose, qui a besoin du tourisme, où on a très peu de plages, où il fait chaud, les gens n'ont pas les moyens de partir en vacances. C'est même pas comme en France où vous pouvez prendre votre voiture. La Réunion, c'est un petit caillou isolé. Si on n'a pas ces 3 plages-là, on n'a rien. Alors ça, c'était la plage de Boucan quand il y avait les filets, pour vous donner une idée. Hein, et ça, c'est la plage de Boucan, le jour de l'attaque de Laurent Chardard. Donc ça a signé la fin pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont soucieux de cette situation. Bien sûr, c'est très difficile de les mobiliser. Hein. On ouvre la plage, ils sont là. Et après, quand on est au combat, ils sont moins présents. Mais je remercie quand même les personnes qui sont là aujourd'hui et tous ceux qui nous soutiennent. Et surtout, pour tous les disparus, on ne lâche rien, on continue, on sait qu'on a raison. Et il y en aura forcément beaucoup d'autres. Je finis aussi sur cette image parce que les gens ont du mal à croire. Je reviens sur cette idée. Il n'y avait pas de réserve dans les années 70. Ça, c'est ma mère, ma soeur, ici. Et je suis dans les bras avec mon autre soeur. Je dois avoir 1 an ou 2. Ça, c'est dans les années 80. Vous imaginez quand même, parce qu'on nous dit les préfets, sous-préfets, ils ont l'impression quand ils arrivent à l'île de la Réunion qu'on a toujours été un coupe-gorge et que c'est normal. Moi, je me rappelle le préfet Saurin en 2017
quand il nous dit que oui, il nous parlait du risque requin et tout, que voilà, c'est normal, il nous parlait des pistes rouges, enfin du hors-piste, etc. Et moi je lui dis, monsieur le préfet, ici, à Boucan-Canotte, c'était de la piste verte. On ne demande pas de hors-piste, on ne demande pas d'aller dans des endroits sauvages, etc. On demande juste des pistes vertes. Et il m'a regardé, il m'a dit, c'était en 2017, monsieur Nativel, à l'île de la Réunion, il n'y a plus de piste verte. Vous imaginez, donc c'est très difficile pour nous, quand on a connu ça, de se dire qu'à un moment donné, il faut se contenter de ça. Et moi, ça me fait rire parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les politiques poussent au développement de la mer. On continue. Tant que, comme je l'ai dit l'autre coup, dans une interview, de toute façon, tant qu'il y aura des vagues, tant qu'il y aura des hommes, il y aura du surf, il y aura des activités nautiques à l'île de la Réunion. Et le moins de touristes qui viendraient de Biarritz, qui verrait la vague de Saint-Leu à 1,52 m, il prendrait un morceau de bois, une planche à repasser, il irait dans l'eau, il ne pourrait pas s'en empêcher. Et donc, on n'a pas le choix, on est condamné à sécuriser, et je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faudra faire, j'ai tout essayé. Hein, alors j'ai soutenu la réserve marine, vous voyez, ça c'était une manifestation très violente, et je m'étais mis beaucoup de monde à dos, parce que j'ai cru. Au début, c'était 2012, août 2012, je m'étais dit non, c'est pas la peine, c'est pas la bonne méthode. Moi, je suis plutôt un pacifique. On va réussir, ils vont comprendre. Là, on est à 2 morts. Là, ça y est, ils vont comprendre, ils vont évoluer. On est à 11 morts, ils ont toujours rien fait. Et c'est pas faute, ça m'amène là encore aujourd'hui, d'essayer de trouver des solutions. Alors du coup, maintenant, je me dis, en bout de course, finalement, puisqu'ils ont refusé toute évolution, je mets les pieds dans le plat, même si c'est compliqué, c'est impossible d'imaginer sortir d'un décret, mais en tout cas, moi j'ai impulsé avec de nombreux candidats sur le littoral de demander à porter en élément de programme le fait de sortir de la réserve, et si c'est pas possible de sortir, on sortira éventuellement du GIP, où on mettra des bâtons dans les roues à cette structure, parce qu'il faut trouver un moyen pour arriver à les faire plier, que ce soit à l'île de la Réunion, ou que ce soit ici en métropole. Et là, voilà, je suis venu aujourd'hui pour participer à ce colloque. Je n'ai pas d'espoir plus que ça, mais simplement de leur montrer qu'on est là, qu'on est capable de faire le voyage, de venir faire des présentations et de donner une autre approche, une autre version qui ne sera pas celle feutrée et parfaite qu'ils vont exposer pendant 2 jours lors de ce colloque. Et je m'en arrête là et merci beaucoup pour votre attention.